C'est son gagne-pain. Voici les vallées de Dead Horse. Tiens, l'oléoduc est de nouveau là. Dead Horse, c'est le seul gisement pétrolier d'Alaska. Donc tout ce que je transporte sert à cette industrie. Et elle a déjà fait de gros dégâts dans cette nature sauvage. En 2006, faute de maintenance, l'oléoduc se rompt. Entre 760 000 et 1 million de litres de brut se répandent dans la toundra. La Dalton Highway ne fait pas partie des routes les plus dangereuses du monde pour rien. Cette chaîne de montagnes annonce que maintenant, Adam entre dans une zone de danger de tous les instants. On va prendre large pour amorcer ce virage. Les avalanches pourraient nous pousser dans le ravin. Et il vaudrait mieux pas, car c'est très profond. Si ça tourne mal, on ne pourra pas faire demi-tour. Il neige tellement que les avalanches sont quasi permanentes. Comme sur cette vidéo. La mort n'est pas passée bien loin. Il y a un camion qui descend là. On va bientôt se croiser. Adam prévient le camion afin qu'il ne déborde pas sur sa voie. Il arrive. Le chauffeur arrive en haut du col, pile au bon moment. Les équipes de maintenance s'apprêtent à déclencher une avalanche. Yeah, we're working on the south side. You guys keep going through. If you see anybody coming up, just let them know we're shooting on the next one after you guys get by, so they'll have to stop up here. 10-4. All right. Appreciate you. Thank you. On est les derniers à passer, avant qu'ils ne fassent péter la colline. À quelques minutes près, il serait resté bloqué pendant des heures. C'était une bonne journée pour passer le col. Dead Horse, la capitale pétrolière de l'Alaska, se montre enfin. Adam a mis 14 heures pour avaler les 700 km de route. Fin de la route, fin de la Dalton Highway. Il faut quand même rester calme, garder la tête froide. Avoir de la chance et en général, ça passe. Après 45 ans d'exploitation, ce gisement qui représente 4% de la production américaine commence à se tarir. C'est peut-être pour cette raison que le président Joe Biden, après avoir annulé plusieurs permis de forage, a fini par donner son accord sur un autre et vaste projet pétrolier. La nature risque encore une fois d'en prendre un coup. Un homme. La tempête s'est calmée et surprise, la banquise est intacte. Scott et Larry ne traînent pas pour remettre en place leur matériel d'extraction d'or. Leur dernière plongée, écourtée par le mauvais temps, n'a duré que 2 heures. Mais elle promet. Une fois tout réinstallé, retour à la maison pour la meilleure partie du métier. We're good to go. I'm gonna go screen it off. Okay. Get it ready.
Here we are. Hand me the classifier screen, Scott. Tout se passe dans la salle de bain. Il faut dire qu'ils vivent ensemble, avec la femme de Larry et ses 3 enfants. La raison est économique. À Nome, les loyers explosent. Leur appartement de 30 mètres carrés leur coûte 2 000 € par mois. Il faut impérativement être inventif pour miner un homme. Ce n'est pas normal, mais tu fais ce que tu as à faire. La majorité de l'or passe à travers le tamis et se retrouve dans le sable. On peut voir l'or qui commence à apparaître, juste là. C'est toujours plaisant de se dire qu'on a travaillé dur et que ça paye. Quand j'avais 8 ans, mes grands-parents étaient orpailleurs. Ils travaillaient dans la rivière. Ma grand-mère m'a montré comment tamiser. J'ai trouvé une toute petite pépite d'or que j'ai gardée pendant des années. Et le fin mot de l'histoire, c'est que je suis devenu accro. Quand tu es frappé par la fièvre de l'or, il n'y a aucun moyen d'en guérir. Quand je tapote, l'or se sépare. Le graphite est plus léger que l'or. Il faut tapoter doucement pour les séparer. Et pour finir, il faut sécher l'or. Ça commence à faire des bulles. Vous préférez cuisiner l'or ou la pizza? Le goût de la pizza est bien meilleur. Mais l'or est bien plus joli. Alors, combien ont-ils gagné en 2 heures de travail? Scott, exactly 2000. Exactly 1 ounce. So 1856 par 80%, times 80%. c'est ce qu'on sera payé par les acheteurs parce que ce n'est pas de l'or pur. Au cours actuel, ça fait 1484 $. Quand je fais une bonne journée de plongée, on peut se faire jusqu'à 6 000 $ par jour. L'or est là, il faut aller le chercher. Les sous-sols et les eaux du Grand Nord ne manquent pas de ressources. Leur exploitation était ralentie par les grands froids, la banquise et le surcoût dû aux conditions extrêmes. Mais la crise climatique réchauffe ce territoire grandiose, 2 fois plus rapidement que le reste du globe, et bouleverse profondément la nature et la vie des hommes. Dans un instant, dans les Pyrénées, le spectacle est si beau qu'on en perd ses mots. La nature, elle est présente partout. Il y a des paysages qui vous... Waouh, ah ouais, quand même, quoi. Comment faire société? Qu'avons-nous à partager? Qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous rassemble? Pour répondre à ces questions, tous les dimanches, je vous propose d'aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui marquent notre société, l'inspirent ou même la dérangent. Pour éclairer l'actualité, je serai accompagnée de Thomas Negaroff et nous recevrons ensemble de nombreux témoins et invités. Des grands récits, des portraits,
Bienvenue dans En Société. En Société, présenté par Émilie Tranen-Guyenne, tous les dimanches à 18h35 en direct sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Parce que pour Engie, vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 20% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 100 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine, de salle de bain ou encore de menuiserie, vous en connaissez combien des enseignes françaises qui en font autant pour vos projets? Non mais sérieusement, vous en connaissez combien? La paire. Il n'y en a pas deux. Bonsoir madame, Romain, votre télésurveillance Vérissure, on a un déclenchement sur le radar extérieur. C'est un membre de votre famille? Non, je suis toute seule avec ma fille. Ok, je constate la présence d'un individu sur votre terrasse. Quoi? Vous inquiétez pas, mon collègue est en ligne avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut qu'on sorte? Non, vérifiez plutôt que vos portes soient bien verrouillées. Les forces de l'ordre arrivent. D'accord, merci. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont retrouvé l'individu. En 2023, nos experts Vérissure ont pris en charge plus de 5600 tentatives de cambriolage. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Cette semaine, je pars sur les traces de Nathalie du côté de Chartres. Chez Nathalie, le sport, c'est une affaire de famille. Mais pour son fils Mathéo, pratiquer le cyclisme de haut niveau quand on est en situation de handicap, ça demande quelques aménagements et un certain budget. La Banque Postale l'a accompagné pour financer une prothèse de sport, mais aussi plusieurs vélos et une voiture pour se rendre sur les lieux de compétition. La Banque Postale, citoyenne. On peut commander? Bonjour. Parisien râleur? Parisien fatigué. Endormissement? Diminution des réveils nocturnes? Sommeil réparateur? Nova Nuit. Une bonne nuit de sommeil, ça change tout. Mais bien sûr. Nouveau double sérum. Et si vous pouviez changer le futur de votre peau? Le traitement jeunesse intensif le plus complet, boosté par une technologie révolutionnaire, Clarins. 94% des femmes déclarent que leur peau paraît plus jeune qu'hier. Le pouvoir de changer le futur de votre peau. Clarins. Nous aimons l'Europe, mais nous détestons l'Union européenne. Un séisme politique. Cameron s'est fait complètement déborder. Le Brexit, c'est le Brexit. Mettons le Brexit en œuvre. Un désastre économique. C'est même encore pire. C'est cette année qui est mauvaise? L'année dernière aussi. On n'avait jamais vu ça. Sous aucun gouvernement. Royaume-Uni, du Brexit au Brexit. Le Brexit fait chier le Brexit. Un documentaire suivi d'un débat, présenté par Mélanie Taravant, demain à 21h sur France 5 et dès 6h du matin sur la plateforme France.tv. Tu sais ce que ta fille m'a demandé de lui acheter? Un jus de pomme. Ah. Le choc. Ah, écoute, Bertrand, elle n'a pas la notion de l'argent, c'est tout. Donc personne n'a la notion de l'argent, donc on dépense. Ouais, mais allez, hop, les jus de pomme, pas pour tout le monde. Je suis épuisé par vos demandes. Ça coûte cher un jus de pomme? Je sais pas, moi non plus, mais ça représente beaucoup de pommes. Non, mais après, si elle veut un jus de pomme, on peut lui offrir un jus de pomme. Mais c'est pour son anniversaire. Va lui dire. Je vais lui dire, c'est pour son anniversaire. Pourquoi l'ordinaire devrait être la norme? Vous méritez plus. C'est votre monde. Nouveau Lexus LBX. Dès 349 € par mois, entretien inclus. Avec Kitok, ceux qui n'avaient plus le temps de cuisiner vont pouvoir se remettre au fourneau. Waouh! Parce que Kitok, ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine, des box faciles à cuisiner, fraîches et variées, livrées directement chez vous. Kitok, la cuisine, c'est la vie. En ce moment, découvrez les secrets du chef Philippe Etchebest. Prêt à rejoindre la brigade Kitok? On vous attend. Cortéo du Cirque du Soleil est de retour en France, à Bordeaux, Paris, Lyon ou Strasbourg, à partir du 19 septembre 2024.
Au fait, les gars, faites quoi pour le pot de départ de Steph? C'est vrai qu'elle s'en va. Non, elle s'en va. Ah bah non, je suis trop triste. Je me disais peut-être on pourrait lui offrir des carottes. Moi, j'ai pas les moyens. Il a bien dit des carottes, là. Ouais. Alors, à la limite, une carotte. Je propose qu'on fasse juste une carte. Oui. Avec écrit dessus bon vent. C'est joli, ça. Ouais. Et basta. Elle est tellement sympa, Stéphanie. Ah, c'est Stéphanie. J'ai cru que c'était Stéphane. Stéphanie, je la connais pas très bien. Et je vais pas participer aux cadeaux de gens que je connais peu. Ce programme vous est proposé en audiodescription. Notre découverte de ces chemins d'estive commence en vallée d'Ossau. Ici, les bergers comme les animaux attendent cet événement majeur qui demande beaucoup d'expérience. Bon, le rôle de tête n'est pas très simple quand même. Dans la région de Pau, l'écho des pâturages est toujours bien présent et les bergers ne sont jamais loin. Pourquoi cette envie d'avoir des cloches monumentales Les animaux, ils aiment marcher aussi avec son ami. Enfin, en vallée d'Aspe, l'immensité du territoire offre aux bêtes et aux hommes un paysage majestueux. C'est grandiose là, c'est magnifique. Voici l'histoire d'une région sur les chemins de la transhumance. Depuis les Pyrénées béarnaises, s'étend la vallée d'Ossau. Une terre de lacs et de sommets préservés. Ici, les animaux viennent trouver refuge, tout comme les hommes, en quête de beauté et de silence. Traversée par l'eau glaciale des torrents venus des sommets, la vallée est dominée par l'imposant pic du Midi d'Ossau. C'est au pied des montagnes, dans la ville d'Oloron-Sainte-Marie, que s'est installée depuis une dizaine d'années Maude Manzano. Elle a ouvert un service de livraison de repas à domicile pour créer du lien social avec les habitants de tous les âges. Bonjour Agnès. Et c'est comme ça qu'elle s'est profondément attachée à ce territoire qu'il a adopté. Je vous amène le repas. On apprend à vivre dans le Béarn, mais une fois qu'on a appris à y vivre, on tombe vraiment amoureux de ce mode de vie. On se rend compte que la nature, elle est présente partout, à portée de main, en moins d'une heure de voiture. On a l'impression d'être à l'autre bout du monde, quoi. Avec des eaux turquoises, des lacs splendides, des paysages qui vous... Waouh, ah ouais, quand même, quoi. Et c'est ce qui fait qu'une fois qu'on est implanté, ouais, en partir, c'est pas impossible, mais on n'en a pas forcément envie, quoi. On y est bien, vraiment. C'est à travers les traditions séculaires que Maude souhaite partager son amour de la région. La transhumance et le pastoralisme rythment encore aujourd'hui la vie de la vallée d'Ossau. Si les bergers emmènent leurs troupeaux dans les pâturages d'altitude en été, c'est pour qu'ils produisent un lait et des fromages de grande qualité. Puis ils redescendent avec leurs bêtes quand l'herbe se fait rare. C'est justement à cette transhumance descendante que Maude va participer. Mais pour cela, il faut d'abord atteindre, après plusieurs heures de marche, la cabane isolée de Christophe Guédot, berger transhumant. Et bonjour. Bonjour. Comment va Christophe? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Donc vous êtes arrivé quand là ici? Nous, donc on est ici depuis le 15 juin. D'accord. Et donc on bascule, on va sur la montagne qui est derrière là, à Artoust de l'autre côté, et au fur et à mesure en fait de la pousse de l'herbe. D'accord. Et puis on revient ici pour la fin de saison. Et donc là, tu as combien de têtes sur ce cheptel? Alors, comme ça qu'on dit cheptel. Ouais, c'est un cheptel, mot, hein. un troupeau. Ouais, un troupeau. Voilà. Ouais. Donc nous, avec mon frère, on a 600 brebis. Et cette brebis, elle s'appelle la basco-béarnaise. On la voit, elle a des longues pattes, elle a beaucoup de laine. C'est une brebis, elle est endémique d'ici, des Pyrénées-Atlantiques. Et cette brebis, elle a besoin d'aller en montagne. Elle ne supporte pas la chaleur.
Elle est faite pour transhumer. C'est une race qui a été sélectionnée depuis des millénaires pour faire la transhumance. Mais quelle est l'utilité de venir en estive? Qu'est-ce que c'est? Ici, elle vient chercher de l'herbe fraîche. Nous, dans la vallée, l'herbe est sèche en été, et ça nous permet de faire du foin, du regain, pour pouvoir les nourrir pendant l'hiver. Si elle ne venait pas en montagne, on serait obligé d'acheter toute la nourriture pour nos animaux, puisqu'elle serait tout le temps à la maison. Cette montée vers l'estive, la famille de Christophe la pratique de père en fils depuis 16 générations. Une transmission qui contribue à préserver les paysages actuels des Pyrénées. L'herbe est rase. Comment ce serait si les brebis n'étaient jamais venues c'est pendant très simple. 16 générations ici? Comment ça se ferait? Ça serait un milieu fermé ici. Il y aurait à peu près 80 cm de rhododendron. On n'arriverait pas à avancer à l'intérieur. Ça serait un milieu totalement fermé. Mais ce milieu de prairies de haute montagne n'existerait plus. Il est présent grâce au pâturage des brebis. C'est ce qui fait qu'elles sont aussi belles. Le temps se gâte. Il ne faut plus tarder à rassembler les brebis vers la cabane pour les préparer à redescendre vers la vallée. C'est Cédric, le frère de Christophe, qui s'en charge. Il dirige les chiens pour qu'ils regroupent le troupeau. Tu veux que je te prenne... Comment on appelle ça, une sacoche? Une sacoche, tu vas le poser. Donc tu viens de ce côté. Ouais. Hop. Donc il y a une ambiance un peu spéciale là quand même, je trouve. Il y a comme une effervescence, presque une tension. Il y a un peu de tension, c'est l'heure. C'est l'heure de partir. Ouais. Les brebis, elles veulent même pas rentrer. Les brebis, elles s'échappent, elles font n'importe quoi. Ouais. Elles se disent, depuis ce matin, ils nous tournent autour, ils préparent les ânes, ils ferment le parc. Ouais. Donc en gros là, en moins d'une heure, tout est plié quoi. Ouais, exactement. Ah ouais, dans une heure, on sera au bois. Voilà, et finalement, de quitter la saison, de se lancer dans la transhumance sous la pluie, sans regret quoi. C'est bon. Quand on marche, on a froid. Ouais. Oui, c'est vrai. On va s'inquiéter. Je sens une nostalgie dans le fait de quitter la montagne. Mon grand-père, il disait toujours, t'es tranquille, t'as pas le facteur, t'as pas le percepteur. C'est ça. T'as pas cette obligation d'être sociable là. Non, c'est sûr. Comme chaque année, à la fin de l'automne, les bergers ferment la cabane jusqu'à l'été prochain. J'ai pas ta descente, moi. J'ai les jambes qui tremblotent un peu. J'espère bien. Moi, je suis là depuis que je suis petit. Ah ouais, c'est impressionnant. Les bergers et les chiens doivent travailler main dans la main pour garder l'unité du troupeau. La traversée de la forêt est une étape délicate. C'est là où toutes les brebis s'engagent sur le chemin le plus étroit du parcours. Bon, le rôle de tête n'est pas très simple là quand même. Hein. Ah non, elle nous pousse derrière. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Et puis c'est toi qui va donner le rythme, il faut pas que tu ailles trop doucement. Hein. Faut pas fléchir quoi. Ah non. À la fin de la journée, les bergers et le troupeau marcheront encore toute la nuit pour rejoindre la ferme de Christophe à 45 km. Pour affronter les longues transhumances par tous les temps, les bergers ont un secret depuis des générations. Un plat traditionnel pour réchauffer les corps fatigués. La garbure. Cette soupe de campagne mijote aujourd'hui jusque dans les restaurants béarnais. Dans le village de Biel, Maude rejoint le chef Baptiste Lartigot, en pleine préparation de cette spécialité régionale, à base de morceaux de porc, de haricots tarbais et de légumes du potager. T'as qu'à me donner un petit coup de main, tu as qu'à éplucher les pommes de terre. C'est parti, j'ai les mains propres, on y va. Allez. Donc tu l'as appris de tes parents, de tes grands-parents. Comment ça se passe la garbure à la Higolade? Je l'ai appris par mes parents et par mes grands-parents. La garbure, on l'a toujours faite au restaurant, mais c'est aussi le plat
qu'on retrouve le dimanche quand on va manger en famille, avec un plat convivial. Quand on rentre dans la maison, on ouvre la porte, on sent déjà cette odeur de garbure. On sait déjà, avant d'avoir passé la porte, ce qu'on va manger. Donc c'est vraiment un plat qui a bercé toute ta vie au final. C'est ça. J'ai grandi avec la garbure. On en mangeait au moins une fois par semaine. Et voilà, c'est cette soupe qu'on pose au milieu de la table qui nous fait tout le repas. Et on a toujours notre grand-mère qui nous remet une louche alors qu'on n'a pas encore terminé l'assiette. Voilà. Vallée d'Ossau, on perpétue les traditions. On perpétue les traditions, c'est important. Tu me prends ça et on part à la cuisson. Ok, chef. Hop là. Trop pressé. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant, Baptiste? Alors, les haricots commencent à mijoter avec le jambon. Donc c'est le moment où on va mettre nos légumes en cuisson. Donc s'il te plaît, Maud, tiens, passe-moi les légumes. Hop là. On va mettre carottes et navets. Et allez, on lance tout en cuisson. 15 minutes plus tard, on ajoute le chou et les pommes de terre. Ouh, ça sent bon, hein? Oui, il y a de bonnes remontées. Ah oui, là... Encore 5-10 minutes, que les légumes ne soient pas trop croquants et on sera bon pour terminer cette garbure et la déguster. Exactement. Allez. Hop. Donc, on a nos petits morceaux de jambon effilochés dans notre garbure. Ça sent bon. On le sent là, ça donne envie de goûter. Je t'en prie. Là, on voit bien que c'est bien lié, tout. Très doux, très arrondi, très bon. On sent le savoir-faire, hein. Vraiment. Oui. Un savoir-faire qui a même inspiré des chansons populaires de la région. Connais-tu la chanson en béarnais de la garbure? Ah non? Non? Allez, c'est parti, je te la chante. Allez. Dites mig bon come sta alla garbura, dites mig bon come sta alla garbura. Magnifique. T'as vu ça? Très beau. Avec ou sans garbure, dans la vallée d'Ossau, tous les bergers ne transhument pas. Certains éleveurs font le choix de ne pas aller dans les pâturages d'altitude. C'est le cas de Gwendoline Ribéron, qui élève dans sa propriété des brebis mérinos. Elle exploite non pas le lait de ses bêtes, mais leur laine. Bon, cadre de vie magique, là. Hein? Tout à fait. C'est au top, hein, au cœur de la vallée, là. T'es super, là. Oui. Oh, dis donc, elles aussi, elles sont heureuses, hein? Elles sont bien, là. Il y a tout ce qu'il faut. Ah bah ouais, là, il manque rien. Exactement. Donc, elles font le pâturage ici à l'année? Oui, tout à fait. Elles font tout sur l'exploitation. On fait pâturage tournant. Ouais. Tournant, ça veut dire quoi? Toutes les prairies, on les coupe en petites parcelles et on les fait brouter petit à petit quand il y a beaucoup d'herbes. Et donc, tu vis au rythme de leur production de laine, de la tonte? Alors moi, je les tonds au mois de décembre, juste avant l'agnelage et avant la rentrée en bergerie. D'accord. Parce qu'en fait, c'est en bergerie qu'elles se salissent le plus. Et avec le frottement du bois et la laine, ça la rend cassante aussi. Ah d'accord. Ouais, la tonte est au mois de décembre. La spécificité de la laine de Gwendoline, c'est la teinte qu'elle lui donne. Elle la colore grâce à des plantes. Les couleurs varient en fonction des fleurs qui poussent dans son jardin à chaque saison. Aujourd'hui, c'est la cueillette des œillets d'Inde. Donc là, hop, on prend et en fait, si elle est bien, elle part toute seule. D'accord, super. Donc là, tu peux y aller. Alors, attends, non, je la mets dans mes cheveux. Ah bah enfin, mes cheveux. Oui. J'en ai pas beaucoup. Mais... Ce qui te reste? Ouais, voilà. Ah ouais. Ah ouais, mais en fait, ça vient tout seul quand c'est le moment de la ramasser. C'est le moment, elles viennent vraiment facilement. Et combien il faut en ramasser, là? Parce il en faut beaucoup, non? Il en faut beaucoup. Pour 100 grammes de laine, avec les fleurs, il faut compter 300 grammes de fleurs. 100 grammes de laine, 300 grammes de fleurs. Oui, ah oui, tiens, on va accélérer un peu là, non? Parce que là, hop, 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 là. Faut accélérer. C'est extraordinaire de se dire que c'est la nature qui va colorer la laine, produit naturel. Oui, magnifique. tout à fait, tout à Une fait. boucle est faite. C'est ça. Alors, c'est ici que je fais donc, la teinture végétale. Donc, je mets d'abord mes fleurs à sécher à cet endroit. Donc, après, selon... Hop là, en fait, je mets celle que j'ai dans l'oreille. Allez. Selon les quantités en réserve,
Gwendoline utilise des fleurs fraîches ou séchées. Les pétales sont ensuite cuits dans de l'eau pour faire une infusion de fleurs qui distillera sa couleur. Allez. Hop là. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a extrait la teinture. Tout à fait. Donc là, on va prendre les écheveaux de laine qui ont été mordancés au préalable. Qu'est-ce que ça veut dire mordancer? Mordancer, c'est pour ouvrir les écailles en fait de la laine. Et surtout, donc, que les deux bains sont à la même température. Ce qui est important pour que la laine ne feutre pas. Et on les met à l'intérieur. Je t'en fais un? Vas-y. Faut pas trop essorer, hein, juste un petit peu. Que ça maintienne au chaud. Et je mets dedans. Tout à fait. C'est impressionnant la vitesse à laquelle la teinture prend. C'est déjà jaune. Le pouvoir du végétal. On y est là. C'est ça. Une fois séchée, la laine colorée est travaillée sur le métier à tisser. Elle confectionne des bonnets, des pulls et des écharpes. Donc là, pas de problème avec l'électricité parce qu'il n'y en a pas. Exactement. Ah, c'est 100% manuel. Tout à fait. Donc combien de temps il faut pour faire une écharpe? Il faut compter une dizaine d'heures à peu près avec l'enfilage parce que c'est assez long en fait à enfiler. D'accord. Je trouve extrêmement valorisant pour le territoire qu'il y ait des gens qui continuent à perpétuer ce genre de tradition. Je crois que c'est ce qui rend ce métier-là vivant. Et c'est apaisant de te voir tisser avec cette navette qui passe, qui revient, qui... Ouais, apaisant, très apaisant. Et puis bon, c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir un métier complet. Le métier à tisser est un des symboles du passé de la vallée. Un témoin de cette époque où l'électricité n'était pas encore arrivée dans les montagnes isolées d'Ossau. Dans les années 1920, le petit train d'Artoust permit à la vallée de sortir de cette autarcie et contribua à lui apporter une nouvelle source d'énergie. Pour découvrir l'histoire de ce train, Maude est en compagnie de Tom Cologny, accompagnateur de montagne. Au début du XXe siècle, en fait, ils avaient besoin d'électricité, que ce soit en France et surtout en vallée d'Ossau, parce qu'on était loin de toutes ces centrales à charbon. Et ils ont décidé de construire le lac d'Artoust. Et pour construire ce lac d'Artoust et acheminer les 2000 personnes qui y travaillaient et le matériel, ils se sont dit on va construire le train, en fait. Et le train, il est servi uniquement, au départ, pour amener le matériel et les hommes sur le chantier du barrage d'Artoust. D'accord. Il aura fallu pas moins de 9 ans pour mener à bien le chantier titanesque du chemin de fer et du barrage d'Artoust. À la fin des travaux, en 1929, les rails furent démantelés avant d'être réinstallés pour faciliter la maintenance du barrage. 3 ans plus tard, la région offre une vocation touristique au train d'Artoust. Il devient ainsi le plus haut d'Europe sur voie étroite et permet encore aujourd'hui aux touristes de passage de profiter des beautés de l'Ossau. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment du mal à te regarder. J'admire le paysage, donc j'arrête pas de tourner la tête. Mais c'est vraiment splendide, c'est magnifique. Ouais, alors derrière nous, on a ce massif calcaire qui est tout l'ensemble pic de Gers. Et on va finir ensuite sur un massif granitique. Donc on a 2 époques géologiques très différentes. Et ce train, en fait, il remonte en gros dans le passé. Et là, c'est des millions d'années qui nous regardent. C'est un glacier qui a formé cette vallée aussi, cette longue vallée. Donc ça laisse rêveur. Ah, totalement. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Après une belle montée au cœur des roches granitiques, les randonneurs découvrent d'autres paysages grandioses. Et notamment le majestueux lac d'Artoust. Sous cette immense réserve d'eau paisible, se cachent des sous-sols animés par des turbines qui servent à produire l'électricité de la vallée. Magnifique, hein? Ouais, incroyable. Combien de litres d'eau, là? On a 24 millions de mètres cubes quand le lac est plein. Donc, tu as vu, il est quasiment plein. On voit au niveau de la végétation la limite, en gros.
Donc là, on sait que c'est artificiel. Hein. Au final, c'est l'homme qui l'a construit. Il y avait déjà un lac avant la construction du barrage. Le barrage a permis de rehausser et d'avoir une plus grosse capacité. D'accord. Mais il y avait déjà un lac qui était présent. OK. Un lac glaciaire, hein, parce qu'il faut imaginer que le glacier arrivait en face et qui est venu buter sur ce monticule granitique. Et du coup, ça t'a fait une cuvette. Et comme la plupart des lacs glaciaires, en fait, c'est le glacier qui les a formés en rognant le sol. Et ça a fait des paysages magnifiques. Hein, oui, c'est splendide. C'est quand même extraordinaire, le train d'Artust, puisqu'au final, il offre à portée de main une évasion dans un univers qui est très hostile, la montagne, qui est souvent très difficilement accessible aussi haut. Et là, on l'a vraiment presque à portée de main. Ouais. Et il y en a d'autres, des barrages ou des lacs ou J'allais t'en parler, tu veux venir avec moi, j'en ai un autre à te faire découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Parmi les panoramas impressionnants qu'offre la vallée d'Osso, les lacs de haute montagne remportent le palmarès de la beauté. Pour les atteindre, il suffit de remonter le fil de l'eau de cette vallée sauvage. Encore un bel endroit là, Tom. Magnifique. On a la chance encore en vallée d'Osso d'avoir des endroits comme celui-ci très préservés où la nature est intacte et ça invite à se reposer en fait. Ah oui. Oui, on voit bien hein, le passage de l'homme est presque absent, on peut le dire comme ça. Ça invite au repos, à la plénitude, à la contemplation. C'est un cadeau. Je me sens vraiment privilégiée d'être ici. Ah, c'est un grand plaisir, je t'ai fait découvrir cet environnement qui reste super calme, super sauvage. Magnifique. On se sent petit face à tout ça. La montagne, ça rend humble. Oui, vraiment, tu le dis, la montagne, ça rend humble. Bas des montagnes pyrénéennes, dans la région de Pau, les animaux et les bergers transhumants profitent d'un hiver clément qui contribue à la douceur de vivre du territoire. Partout, les vignes poussent à flanc de coteaux, avec les Pyrénées comme ligne d'horizon. C'est dans ces paysages viticoles que la famille d'Irène Guilandou vit depuis le XVIIe siècle. Elle a choisi de reprendre la ferme de ses parents pour cultiver la terre de ses ancêtres. J'ai fait plusieurs métiers avant de revenir à la ferme familiale et je fais du vin depuis bientôt 30 ans. Et travailler ces raisins me permet de magnifier ce climat extraordinaire que nous apportent les montagnes, auxquelles nous sommes très très attachés. Et mes journées sont rythmées par les Pyrénées, qui sont comme la marée, le matin très proche, l'après-midi très loin, le soir elles reviennent. Et c'est tous les jours un émerveillement extraordinaire. J'ai toujours dit que je n'avais pas peur de quitter cette région. Si on me donnait un billet d'avion pour aller à Tokyo, pas de problème. Mais par contre, je vérifierai toujours qu'il y a bien le billet retour. Avant de reprendre notre périple sur les chemins de la transhumance, Irène nous entraîne dans la capitale du pays béarnais, au cœur de la ville de Pau. Ici se dresse l'imposant château royal qui domine la ville. S'il est célèbre pour ses multiples transformations, le château de Pau reste avant tout connu comme le lieu de naissance du premier roi de France et de Navarre, Henri IV. Même s'il ne résida que très peu de temps dans le palais royal, il reste le personnage qui a le plus marqué le château et la région de son empreinte.
Nous entrons ici dans la chambre natale d'Henri IV. Voilà la chambre dite natale du roi Henri, parce qu'il n'est pas né ici. Henri IV est né au premier étage et tout cet espace-là a été créé au XIXe siècle, donc à la gloire du roi Henri. Et dans cette chambre, donc, on trouve un lit, des coffres et puis surtout eh bien, cette carapace de tortue. Voilà, berceau légendaire. Dans lequel le roi a dormi ? En tout cas, la carapace faisait partie des trésors des rois de Navarre au XVIe siècle. Cachée pendant la Révolution pour échapper à la destruction, la carapace fut restituée au château au XIXe siècle. Le berceau fut alors décoré avec les armes de France et de Navarre. Et le H de Henri IV tissé au fil d'or. Et cette carapace, elle est confortable ? Alors confortable, c'est peut-être pas le mot. Avec des accessoires. Mais voilà, c'est un objet naturel qui est plutôt devenu un objet de culte, entre guillemets. Magnifique, magnifique. Cette naissance royale dans ce château reste jusqu'à aujourd'hui une fierté béarnaise. Voilà, alors là, nous rentrons dans le salon de famille, qui a été entièrement décoré sous le Second Empire. Et dans ce salon, il y a un accrochage de ce fameux tableau, l'assassinat du roi Henri IV par Ravaillac. Cet assassinat qui a eu lieu le 14 mai 1610. Ça se passe dans une petite rue de Paris, la rue de la Ferronnerie. Le roi se rendait à ce moment-là, ce 14 mai, chez Sully. Voilà, ce drame arrive, ça va très très vite. Ravaillac est arrêté, le carrosse repart vers le château du Louvre et le roi décède là-bas, en arrivant. Finalement, ce château représente bien tout l'attachement qu'il a pour Henri IV, auquel les Béarnais sont particulièrement attachés pour la grandeur qu'il a su donner à notre petite province et à tout le bienfait qu'il a pu faire à la France. Face à la barrière des Pyrénées, les habitants du château peuvent entendre depuis toujours, tinter au loin, les cloches des bergers. Près du village de Naï, se cache l'un des derniers ateliers de France qui fabrique des cloches artisanales pour les troupeaux. Depuis 1795, la maison d'Aban conçoit de véritables instruments de musique pour le bétail en montagne. Ces cloches, portées par les bêtes, permettent de les localiser et de faire fuir les vipères grâce à leurs vibrations. Maurice d'Aban est l'héritier de ces 10 générations de savoir-faire. Donc là, tu fais des cloches pour les vaches, les brebis. Non, je ne fais pas des cloches. Tu fais pas des cloches? Ah, non, pardon, crime de lèse-majesté. La cloche est en bronze. La cloche est en bronze. Et moi, j'ai fait de la sonnaille. De la sonnaille. Qui est en tôle. En tôle. Mais tu vois, alors ça, c'est de la tôle, comme on dit, d'acier, que l'on va braser au four avec du laiton. L'un des secrets de fabrication de l'atelier réside dans la façon de souder les tôles d'acier avant de les passer au four et de les faire chanter. Les bergers viennent chercher ici l'expérience de la maison et surtout une sonorité particulière. Il y a 2 morceaux l'un sur l'autre, hein, oui. et des morceaux rapportés. Et partout, il y a de l'air ici. Il y a des points de soudure, parce que sinon, on ne peut pas travailler. Et entre les points de soudure, il y a de l'air. Et c'est pour ça que ça donne ce son si bizarre. C'est pour ça que ce son mat. Oui, je comprends. Les vibrations, elles passent de là à là, et au milieu, il y a de l'air. Donc, ça passe mal. OK, je comprends. Une fois passé au four, avec le laiton, ça passe beaucoup mieux. Parce que ça, c'est un émetteur d'ondes. Hein. Voilà. Au fond de l'atelier, c'est Nicolas, le fils de Maurice, qui s'occupe de préparer des moules un peu particuliers, qui vont passer au four. Ces pains d'argile deviendront des feuilles qui envelopperont les sonnailles. L'argile, ça sert à protéger les pièces de la flamme du four. D'accord. Pour ne pas les brûler. Parce qu'on va les mettre dedans l'argile, avec du laiton, et permettre au laiton de fondre et de se répandre sur les sonnailles. Pour rendre étanches les sonnailles et boucher les trous d'air, des morceaux de laiton sont répartis sur la cloche, qui est enveloppée dans du papier.
Sous l'action de la chaleur, le laiton va fondre et va s'étaler. Il s'étale. Il arrive à s'étaler de façon régulière. Comme l'encre sur le buvard, pareil. D'accord. Tu as dit un pâté en croûte tout à l'heure. Ah oui, pâté en croûte, tu vas voir. Cette technique de brasage au four à l'argile est ancestrale et remonte à plus de 2500 ans. Cet atelier est le seul en France à utiliser des moules d'argile qui contribuent à donner un tel son au sonnaille. Du coup, les bergers, quand ils viennent t'acheter la cloche, pourquoi cette envie d'avoir des cloches monumentales Les animaux, ils aiment marcher aussi avec les sonnailles. Il y a un berger qui m'a raconté une histoire. Il avait une brebis, ça faisait 10 ans qu'il avait en tête de troupeau. Oui. Elle avait donc 10 ans, grosso modo. Il dit quand même, ça fait un moment qu'elle roule. Il lui a enlevé la sonnaille, il a mis une petite. Vexé. Vexé, derrière le troupeau. Elle s'en va en queue de troupeau. Et elle boitait un peu. Et il m'a dit, elle m'a fait la gueule tout l'été. À la descente, il lui a remis la cloche devant. D'accord, malgré l'âge. Malgré l'âge. Tu vois, donc elle voulait... Comme quoi, c'est pour ça qu'on te garde. Ah oui. Bon, alors, maintenant, je vais te montrer comment on met le son au sonnaille. Ah, avec plaisir. À grands coups de marteau. À grands coups de marteau. Et un peu d'oreille. Voilà, alors... Tu vas changer de son déjà. Mais parce que tu as changé la forme. Tu la veux plus claire, je vais te le faire. Tu réduis le volume à l'intérieur? Oui, comme les tuyaux d'orgue, pareil. Ok. Et si tu la veux plus grave... Dans l'autre sens. Au cœur des Pyrénées, les sonnailles, mais également les chants et les musiques, accompagnent les pas des bergers. Pourtant, il ne reste plus qu'une poignée de personnes capables de fabriquer les instruments typiquement pyrénéens qui viennent rythmer ces moments de partage. Régis Latapie en fait partie. Et son talent premier, c'est de bien connaître la forêt. Alors Régis, tu fais des instruments de musique, mais tu m'as donné rendez-vous dans un coin perdu au milieu de la forêt. J'ai un peu peur là, tu m'impressionnes. Non, n'aie pas peur, je viens chercher donc ma matière première en fait qui est le buis pour fabriquer des instruments des Pyrénées. Et donc ces buis ont tendance à pousser à proximité de l'eau, on entend en contrebas le bruit sourd de l'eau. Non, pas forcément, pas forcément. Au contraire, ils sont sur des pentes assez raides où l'eau s'écoule facilement, mais il faut les trouver. Voilà. Tu me montres? Allez, c'est parti. Tu as choisi cet arbre? Oui. Donc là, on a un très bel arbre. Le buis, c'est le bois le plus dense des Pyrénées, qui a des caractéristiques spéciales pour fabriquer des instruments de musique. Voilà, je ne l'invente pas, c'est les anciens qui nous l'ont appris et c'est pour ça que je continue à travailler ce bois. Tu dis que cet arbre, il a les meilleures caractéristiques, c'est l'arbre le plus dur des Pyrénées. C'est simplement la dureté qui en fait sa valeur? Tout à fait, la densité fait en sorte que le son court à l'intérieur de l'instrument et il n'est pas absorbé par la matière. D'accord. Il apporte une sonorité chaude, brillante. Voilà. Quand est-ce que tu vas le couper? À quelle saison? Est-ce que la lune est importante? Ouais, je vais le couper quand la sève sera redescendue. Hein. Donc je vais observer les températures et quand elles vont chuter. Et ensuite, cet arbre, une fois qu'il sera coupé, je vais le laisser sécher pendant une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années? Une quinzaine d'années. Pour vraiment qu'il soit stable en humidité et qu'il ne bouge plus. Et il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Ouais. Donc c'est rendez-vous dans 15 ans pour que je te donne les plans pour commencer à travailler. De mes rêves. Voilà.
Donc c'est ici que je fabrique les instruments de musique. Et donc le bois que j'ai été chercher dans la forêt, il arrive sur mon tour. Et je vais essayer de lui donner une deuxième vie, voilà, de le faire sonner. D'accord. Donc d'un bout de bois, tu fais de la musique. Voilà, si je suis bon, je dois y arriver. Bon, mais j'attends de voir. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. On commence à voir effectivement la forme de la flûte. Je suppose que ça s'appelle pas un pipeau? Non, ça s'appelle, on dit une flabute, flahute. Voilà. Flabute. Voilà, on dit ça en occitan gascon. Ouais, très bien. Qui se sert de ces objets aujourd'hui? Certes, c'était un instrument qui rythmait la vie du milieu du pastoralisme. Mais cet instrument, aujourd'hui, il reprend vie dans différentes fonctions pour faire la fête ou faire danser les gens. Voilà, ou dans des moments de vie comme des naissances ou des départs, des décès. Ouais. Voilà, mais c'est toujours l'instrument fait partie du quotidien des Pyrénéens. Une façon de dire sa joie, son amour, sa tristesse. Tout à fait, chacun peut s'exprimer suivant les morceaux choisis pour jouer. Plus à l'ouest, direction maintenant la vallée d'Aspe. Cette vallée est un trait d'union entre la France et l'Espagne, mais aussi un carrefour des routes de la transhumance. Les paysages sauvages se marient ici parfaitement avec des trésors d'architecture. Sandrine Cossou a grandi ici. Très attachée à son territoire, elle aime le parcourir et y découvrir ses richesses. On a un cadre de vie exceptionnel, de par la montagne, la nature. On est riche de ça. Et, les gens ici, ils sont vrais, ils sont entiers, ils sont fiers d'être ici, donc ils le montrent, ils le revendiquent. Moi, j'ai toujours vécu ici et je suis fière de vivre ici et je ne vivrai pas ailleurs. Les villages de la vallée d'Aspe sont aujourd'hui des carrefours paisibles de rencontres entre les bergers transhumants et les habitants des vallées françaises et espagnoles. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au XIXe siècle, la France doit se protéger d'une possible guerre contre l'Espagne. L'état-major décide donc de construire, à flanc de falaise, un fort chargé de protéger la route du col menant à la frontière. Le fort du Portalet est une véritable prouesse architecturale pour l'époque. Avec la guide Régine Cazocco, Sandrine va explorer cet édifice à l'histoire insolite. Oh Régine, on se trouve perdu au milieu de toute cette roche. Ah, perdu, oui, ça donne un peu l'impression parce qu'on est il y a des sommets, mais il y a beaucoup de monde qui a travaillé ici avant qu'on vienne poser nos pas sur le chemin. En 1844, c'est à coups de barres à mine et d'explosifs qu'on attaque la roche pour construire le fort. Pas moins de 30 ans de travaux ont été nécessaires. Bien, ben nous voilà arrivés face à l'entrée du fort. Entrée assez monumentale, évidemment, on est sur un bâtiment défensif. Il se doit donc d'être massif, impressionnant et tout à fait conçu pour
pour résister à une attaque. On voit d'ailleurs quelques meurtrières ici, on en verra d'autres après. Et voilà. Longtemps laissé à l'abandon, le fort est aujourd'hui ouvert à la visite, pour peu qu'on ose s'y aventurer. Waouh, magnifique, Régine. C'est beau, hein? Ouais. Belle lumière, hein? Ouais. Il y a une ambiance, on se croirait un peu comme dans un cloître. Oui, c'est ça. C'est à la fois reposant, apaisant, un peu intriguant aussi. Hein? Ici, on est dans le chemin de ronde. Alors, le chemin de ronde, il servait, comme tous les chemins de ronde des châteaux, à surveiller ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, si on regarde un peu plus dans le détail, on voit bien que l'architecture, là, les fenêtres viennent se poser sur la roche. Et on a là tout le génie des concepteurs qui ont su utiliser le milieu naturel pour venir poser ce fort du Portalet, vraiment sur le rocher, sans même qu'on s'en aperçoive parfois. Les nombreuses meurtrières du fort ne serviront pourtant jamais. La vocation militaire du Portalet va en effet être largement contrariée, car la construction du fort s'achève trop tard, en 1870, alors que le danger d'une incursion espagnole est déjà loin. En 1914, le front est toujours ailleurs, et le fort est donc désarmé. L'édifice va alors connaître un tout autre destin, assez inattendu. Et voilà, on est donc sur cette terrasse du fort, le point le plus haut. Ah oui, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ouais. Alors, dans la vocation un petit peu inédite du fort, il faut savoir que le fort a été colonie de vacances. Hein. Je n'imaginais pas. Hein. Entre 1925 et 1939, donc ces jeunes-là sont venus tous les étés. Profiter aussi de la nature, hein, puisqu'ici on est dans un site assez formidable. Ils aidaient aussi les paysans. Et après, dans la guerre de 40 à 45, sa vocation a à nouveau changé, puisque le fort du Portalet est devenu prison d'État. Et ce sont des hommes politiques qui ont été internés ici pendant la guerre, entre 40 et 42, et puis après-guerre également. Donc le fort a une drôle d'histoire en fait. Hein. Ah oui, oui. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que ça soit aussi diversifié. Ah oui, on est entre l'histoire civile, le militaire, et puis aujourd'hui, un peu de tourisme aussi. Ah oui, oui. Alors on arrive ici dans une des cellules des prisonniers, puisqu'on a eu ici plusieurs prisonniers politiques de la Troisième République, à savoir Blum, Daladier, Gamelin, Mandel et Reynaud. Alors ces cellules sont un peu particulières, hein, puisque ce sont à l'origine des chambres d'officiers. Il y avait une cloison avec des sanitaires, un lavabo, un petit miroir. Ils avaient l'eau courante, puisqu'on allait pomper l'eau dans le gave. Et ils avaient aussi une cheminée et un point de chauffage électrique déjà à l'époque. L'idée étant de ne pas forcément leur faire une privation physique, de leur faire endurer quelque chose de physiquement difficile, même si c'était franchement pas drôle, mais c'était surtout de les mettre à l'écart de la société et des affaires politiques du moment. Et les fenêtres, là, sont d'origine. Parce Les fenêtres sont d'origine. Pas à avoir des fenêtres comme ça dans une cellule, quoi. Tout à fait. Parce qu'à l'origine, c'était une chambre d'officier. Et ces fenêtres sont assez stylées, puisqu'elles reprennent d'ailleurs, en termes d'architecture et de style du fort, on retrouve ces fenêtres-là avec cet imposte arrondi un petit peu partout. Ceci dit, on a quand même des barreaux et on ne peut pas s'échapper. Non. Le dernier prisonnier politique incarcéré dans le fort du Portalet fut le maréchal Pétain, enfermé d'août à novembre 1945. Seul échappatoire pour les prisonniers, la vue sur cette vallée immense et les sommets des Pyrénées. Peu de villages ont été construits dans les hauteurs. Bâti au XIe siècle, l'Esquin est l'un des rares et l'un des plus typiques des Pyrénées béarnaises. Sandrine y a rendez-vous pour une randonnée dans l'un des plus beaux cirques de la région.
Elle retrouve l'accompagnatrice de montagne, Françoise Studger. Alors l'Esquin se situe à 900 mètres d'altitude, ce qui en fait le village le plus haut du département. Ah oui, d'accord. Donc là, on voit bien aussi le village typiquement de montagne avec l'architecture donc de vieilles pierres, les toits en ardoise, les pentes de toit qui doivent être bien respectées par rapport à la neige. Ouais. Et si tu veux, on a l'église Sainte-Eulalie et on peut aller la voir. Allez, allons-y. Allez. Voilà, du coup, là, on arrive à l'église. Et donc, la particularité, c'est vraiment ce petit porche là qui donne sur ce parvis en galets. Donc, ça, c'est assez typique aussi d'un village de montagne. Et oui, puis on voit la barrière canadienne pour pas que les animaux rentrent aussi. C'est bien ça. C'est ça, ouais. Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, il y a encore une petite particularité. Le côté étroit de ces petites rues, regarde, c'est les fontaines. Ah oui. Elles sont toutes encastrées dans les murs de soutènement des maisons. Ok. Du coup, si ça débordait, tu vois, il n'y aurait pas assez de place pour faire passer. Oui, vu que c'est étroit. Alors maintenant, les véhicules, et à l'époque, les charrettes et les carrioles. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment spécifique de l'Esquin. De l'Esquin. Ah ouais. Okay. Et l'Esquin, c'est aussi le départ de beaucoup de chemins de randonnée, dont le GR10, qui traverse donc la chaîne des Pyrénées. Et si tu veux, on va aller se faire une randonnée et sortir un petit peu allez, du village. Allons-y. Allez, on y va. Direction le cirque de l'Esquin, pour une randonnée vers les sommets surnommés ici les Dolomites des Pyrénées. Cette marche en plein cœur des montagnes commence par le plateau de Sanchez. Alors, tu vois, oui, ce plateau de Sanchez, c'est quand même un endroit assez magique avec la cascade. Ouais. Et puis du coup, c'est un plateau pastoral. Donc tout le long de l'été, on va avoir des animaux qui viennent se nourrir ici, donc des juments, des vaches, il y a des ânes aussi. Ah oui. Voilà, donc là, on voit bien que l'herbe est très rase et les animaux sont plus très nombreux parce que ça sent un peu la fin de l'été. D'accord. Et dans quelques temps, ils vont pas tarder aussi à quitter le plateau. D'accord, très bien. Ouais, c'est magnifique, hein, Françoise. Depuis le plateau de Sanchez, c'est une marche réservée aux sportifs et aux bergers transhumants, habitués aux chemins pierreux. « 800 mètres de dénivelé pour atteindre la plus belle vue sur le cirque. Il faudra 2 heures pour atteindre le cœur de l'immensité désertique du plateau d'Anaï. Ici, les paysages changent. On ne croise plus que les derniers bergers transhumants qui ne sont pas encore redescendus de la montagne. Dans le beau ballon d'Anaï. Ah oui, oui, hello, comment ça va? Ça a été la montée. Oui, très bien. Parfois. On vous accueille dans la boue un peu, mais avec le beau temps. Ah ouais, aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Ouais. La saison s'est bien passée? Oui, elle prend fin. Ah oui, je me doute. On a descendu une partie du troupeau, les laitières, parce qu'ici, il n'y a plus de l'herbe assez riche pour faire du lait, donc on est redescendu au village. Et puis là, c'est le reste, c'est des jeunes de l'année dernière et des mamans qui sont au repos. Donc elles ont juste besoin de s'entretenir, on ne leur demande pas beaucoup d'efforts. Donc voilà, elles vont rester encore 15 jours, 3 semaines, on pense. Okay. Si la météo le permet, si on ne prend pas un coup de neige d'ici là. Voilà. À l'automne, on joue avec la neige et au printemps, on joue avec l'herbe et le soleil. C'est grandiose là, c'est magnifique. Hein. Bon, ben alors on vous laisse et à bientôt. Mais oui, bonne au village. Et nous, on s'en va un peu par là-haut encore. Bonne route. Au revoir. Ciao. Plus que quelques efforts pour profiter du vallon d'Anaï. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter un peu là. Hein. Ouais, très bien. Et là, on a vraiment une super vue.
Ah oui, on est vraiment récompensé de nos efforts là. Les orgues de Canlon, c'est un peu un vallon qui est assez préservé quand même. Ouais. Et toujours ce bruit des cloches aussi qui apaise. Ouais. C'est calme. C'est vraiment très joli. Dans l'immensité des plateaux ou sur les pentes escarpées, la transhumance rend cette montagne bien vivante. Plus qu'une tradition pastorale, elle fait partie du patrimoine, de l'histoire et de la beauté des Pyrénées.